je laisse mon job en une semaine. Mais c'est la règle, je bossais côté État, donc c'est la règle, quand le ministre t'appelle, tu y vas une semaine après. On va parler plus longuement de Pierre et Vacances, mais on va aussi parler de toi, de ton parcours et d'où tu viens. Donc c'est parti pour l'interview Backstory. Alors Franck, comme tu peux le voir, on a changé le fond derrière toi pour te mettre un peu dans l'ambiance. Alors est-ce que tu reconnais cette photo? Bah, je reconnais parce que c'est la plus belle ville de France, donc tout le monde l'a reconnue en même temps Même que pas toi et besoin moi. de le dire. Donc cette ville, c'est Le Havre, avec ce qu'on appelle le volcan ici, dit le pot de yaourt. En appellation plus commune parce qu'il a la forme d'un pot de yaourt. Et donc vous voyez l'architecture d'Auguste Perret, le bassin du commerce. Voilà, donc c'est Le Havre qui a été rendu célèbre depuis 3 ans du fait que le Premier ministre Édouard Philippe est aujourd'hui maire du Havre, était maire du Havre. Et effectivement, c'est une ville que j'aime beaucoup. C'est là où je suis né, c'est là où j'ai grandi, c'est là où j'ai encore toutes mes attaches. Et donc c'est là où je me sens bien. Alors Franck, l'interview Backstory a un peu changé. En fait, je vais commencer une phrase et puis tu vas la terminer. Est-ce que tu es prêt? Je suis prêt. Ouais. Je m'appelle Franck Gervais et je suis né à Harfleur, près du Havre. Exactement. Mes parents exerçaient la profession de charcutier traiteur. D'accord. Et alors, est-ce que c'est une profession que tu aurais pu faire? Est-ce que tu as travaillé chez eux un peu? J'ai énormément bossé avec eux. Ça m'a donné le goût de l'entrepreneuriat, vraiment le goût de la chose bien faite, le goût du travail, y passer des heures. J'aurais pu faire ça. Après, tu sais, c'est souvent comme les enfants qui ne veulent pas faire exactement ce qu'ont fait leurs parents parce qu'ils ont baigné dedans pendant 10-15 ans. Donc j'ai pris une autre voie. Après, je me dis que ce sont des magnifiques métiers où aujourd'hui, justement, digitalisation de ces métiers-là permettent d'aller faire de belles choses. Donc qui sait, j'y reviendrai peut-être. J'ai eu une enfance insouciante et hyper heureuse et quand j'étais petit, je voulais être footballeur. Est-ce que tu veux nous parler de ça? On va s'arrêter quelques secondes là. Est-ce que tu peux nous parler de cette passion du foot? Donc c'est une passion moi qui me vient de mon papa qui était passionné, qui est toujours passionné de foot et donc tout jeune je me suis mis à ce sport qui je trouve allier deux choses que moi j'aime beaucoup, c'est le plaisir du jeu, du beau jeu et puis le collectif. Et donc j'ai joué peut-être de l'âge de 6 ans à 15 ans et jusqu'à 13 ans on va dire, je voulais vraiment être footballeur. Parfait. Donc je ne dis pas que je suis super intelligent, mais j'ai quand même eu mon bac à 16 ans. À 16 ans. Et j'étais au collège à 9 ans et demi. Voilà, 9 ans au collège, 16 ans le bac. Donc ensuite je fais une prépa à Rouen et puis je rentre. Je rentre à l'X, donc à l'école polytechnique, qui est cette magnifique école de la République, prestigieuse, tout ça. Mais d'abord, c'est 3 ans l'X, et la première année, à l'époque, c'était le service militaire qui existait donc en 95 quand moi j'y entre. Et donc tu fais une première année où tu es officier et tu es vraiment avec tout le monde qui effectue son service militaire et tu encadres des jeunes qui viennent effectuer leur service. Et donc moi j'ai fait ça chez les parachutistes, donc à Pau, à Aix-en-Provence, Salon de Provence, pardon, et puis ensuite à Évreux. Bah justement, nos équipes de recherche ont trouvé une photo de toi qu'on va te partager. Une photo de toi, donc voilà, en parachutiste. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette expérience? Parce que c'est pas tous les jours qu'on reçoit des parachutistes. Ouais, bah, c'est bien moi, avec quelques années en moins. Hein. Donc c'est quoi l'expérience? Là, c'est à Salon de Provence. C'est quoi l'expérience de parachutiste? Celle-ci, en tout cas, tu sautes à 400 mètres d'altitude, donc c'est pas énorme. Quand tu sautes, ton parachute s'ouvre directement, donc t'as pas la voltige et ce plaisir-là. Et après, bah, tu fais des sauts de jour, tu fais des sauts de nuit, tu fais des sauts avec des caisses, des mallettes sur les jambes, parce qu'il faut simuler en fait le fait de débarquer sur des terres occupées pour aller les sauver. Et donc tu libères la caisse qui est sur tes jambes à 50 mètres avant d'atterrir. Et donc j'ai dû faire à peu près une trentaine de sauts. Et franchement, c'est une expérience unique. Est-ce que tu as continué le parachutisme? J'en ai refait un tout petit peu pour le loisir après. Donc à 27 ans, un certain Gilles de Robien m'appelle pour entrer à son cabinet ministériel. Alors tu peux nous parler un peu de cette expérience? Ouais, c'est une magnifique expérience. Donc 27 ans, c'est très très jeune. Hein. De nouveau, moi j'ai pas d'expérience en politique, pas d'accointance en politique. Et donc je découvre un ministre qui est un ministre extraordinaire, qui est humain, impliqué, droit,
Et donc voilà, en politique, c'est pas toujours le cas, on va dire. Et donc je trouve une équipe qui est une équipe hyper soudée et qui a une vraie vision, une vraie envie. À l'époque, c'était de dire comment est-ce qu'on peut développer tous les transports alternatifs à la route. D'accord. Ça vaut pour les marchandises, ça vaut pour nous tous en tant que voyageurs. Et donc comment on peut faire en sorte de vraiment faire ce shift vers quelque chose de plus respectueux de l'environnement, mais avec de la qualité de service, des habitudes qui changent. Donc c'était ça vraiment son motto. Et donc j'arrive là, effectivement, directement de Nice. Hein, je laisse mon job en une semaine. Mais c'est la règle, je bossais côté État, donc c'est la règle, quand le ministre t'appelle, tu y vas une semaine après. Et voilà, tout frais moulu pour découvrir un monde nouveau. Et donc quelques années plus tard, mon téléphone sonne de nouveau et c'est Louis Gallois qui m'appelle pour me dire... Donc Louis Gallois, c'était le président de la SNCF pour tout le monde, et il m'appelle, moi je le connaissais bien parce que au cabinet ministériel, je m'occupais des sujets ferroviaires, service minimum, des choses comme ça, et il m'appelle pour me dire, bon, il y a un remaniement ministériel, votre ministre vient d'être nommé ministre de l'Éducation, vous allez quand même poursuivre avec moi, il y a plein de choses à faire ensemble à la SNCF, et donc il m'appelle pour le rejoindre, et je lui dis oui sans hésiter. Et donc là, c'était pour quel poste? Et là, en fait, c'était pour être son directeur de cabinet, à la fois lui comme président de la SNCF et Guillaume Pépi, qui à l'époque était le directeur général, avant de devenir plus tard président. En 2011, je prends plus de responsabilités et donc je deviens directeur général de... Thalys. Pendant 3 ans, donc là c'est Guillaume Pépi du coup qui m'appelle pour me dire voilà, j'ai besoin de quelqu'un qui puisse prendre la tête de Thalys. Et le but c'est quoi? C'est-à-dire Thalys à l'époque c'est un train plutôt pour les businessmen entre Paris et Bruxelles, 1h20, parfait. Donc tu vas à la commission, tu prends ton Thalys. Et le but c'était d'en faire quelque chose qui soit non seulement pour le business mais aussi pour le tourisme, qui aille pas qu'en Belgique mais aux Pays-Bas, en Allemagne, et donc qui développe ces destinations-là et d'en faire une vraie marque de voyage mais aussi d'entertainment, de développer les salons, d'avoir le Wi-Fi à bord, d'avoir de la restauration à bord, voilà, de concurrencer vraiment l'aérien dans toute sa qualité de service qu'on peut voir et dont on peut profiter aujourd'hui. Et ensuite, mon téléphone continue de sonner, donc je participe au développement de voyagesncf.com en devenant son directeur général. Donc là, on est en 2014. En fait, si j'étais à la place de tes employeurs, je te couperais ton téléphone parce qu'à chaque fois on t'appelle, j'essaierais de couper le téléphone parce qu'à chaque fois on t'appelle pour un plus gros poste, mais il y a toujours un lien, hein. Je vois, il y a toujours un lien à chaque fois, c'est quelqu'un qui te repère dans ton expérience et qui te propose une belle promotion. Mais en fait, c'est ça, il y a vraiment un lien, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une espèce de rupture ou d'infidélité. Pour moi, c'est hyper important qu'il y ait un lien. Et donc là, côté voyagesncf.com, c'est quoi le lien? C'est de se dire, bon, tu as géré Thalys, donc un transporteur pendant 3 ans. Ensuite, la SNCF à l'époque dit, moi je veux vraiment digitaliser toute l'expérience client, faire en sorte que j'ai une ombrelle qui propose tout, l'achat de billets, l'échange de billets, la fidélité, les réservations de add-on. Et donc toi qui connais ce qui s'est passé dans la vraie vie d'un transporteur, comment est-ce que tu peux prendre voyagesncf.com pour le rendre plus proche des clients et plus proche des offres qu'elle vend? Et c'est là où tu es vraiment monté en compétence sur le digital et où tu as expérimenté une transformation digitale réussie. Ouais, et la bonne nouvelle, je trouve, pour toutes celles et ceux qui n'ont pas encore effectué ces transformations, et il y en a de moins en moins, hein, tout le monde les a faites, c'est que en fait, le digital, et moi ça vient de mon passé scientifique, sans doute d'ingénieur, mais c'est quelque chose de très rationnel, j'allais dire de facile à comprendre. Il faut juste mettre les mains dedans, s'y pencher. Et donc derrière, il faut avoir le sens de la technique de la techno, le sens du client, et le digital, c'est simplement la réunion des deux pour rendre facile et accessible des choses que le client souhaite. Et donc, il faut que ce soit parfait, fluide pour lui. Et donc, chaque amélioration, tous les jours, il y avait une amélioration, le site ou l'appli changeait, sans que ce soit vu forcément du client, mais tous les jours, une amélioration, dans le sens de plus rapide, plus efficace, plus intuitif. Et en 2017... Mon téléphone sonne. Exactement, ton téléphone sonne encore une fois. Et donc, qui t'appelle? Donc là, c'est Sébastien Bazin, qui est le PDG de Accor. D'accord. Et qui effectivement m'appelle en disant j'ai besoin de quelqu'un qui va me disrupter un peu la façon dont on pilote aujourd'hui notre business et qui comprenne ce que c'est que l'entertainment, le voyage, mais aussi le digital, et puisse me transformer tout ça. Et donc, je te propose de prendre la plus grosse business unit qui est l'Europe. Donc l'Europe, c'est 3000 hôtels, 40 pays, c'est un business dingue. Et donc moi je lui dis oui, mais en fait moi je connais rien à l'hôtellerie. J'en ai jamais fait. Et donc il me dit justement c'est ça que je recherche, c'est quelqu'un qui n'a pas pratiqué pour qu'il soit pas du coup trop pollué, trop formaté par ça. Et donc
ton parcours, voyagesncf.com, Thalys, c'est exactement ça que je recherche.